Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un premier exercice de révision pour le bac 2025 avec pour thème les probabilités. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog. Vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un pouce levé, ça m'encourage à continuer. Éventuellement m'envoyer un message, j'y réponds toujours pour une question, éventuellement. L'énoncé. Partie A. Lorsqu'il s'entraîne au tennis, Roger utilise un lance-balles. Cette machine lance les balles soit sur le coup droit, soit sur le revers du joueur. On la remplit de balles et on la programme de la façon suivante. 2 tiers des balles seront lancées sur le coup droit du joueur, le reste sur son revers. Roger réussit 90% de ses coups droits et 75% de ses revers. On s'intéresse à la réussite des frappes de Roger pendant une séance d'entraînement. On note grand D l'événement, Roger reçoit la balle sur son coup droit. On note grand D barre. L'événement contraire d'événement D, on note grand S l'événement Roger réussit sa frappe de balle, on note S bar l'événement contraire d'événement S. Question 1, complétez l'arc pondéré donné en annexe 1 et qui décrit la situation, on l'indiquera sur les branches des fractions irréductibles. Alors l'annexe 1, voici l'arc qui est proposé avec au premier étage D et son événement contraire et au deuxième étage S et son événement contraire. Question 2, calculer la probabilité de D intéresse. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Question 3. Montrer que la probabilité que la frappe de balle de Roger soit réussie est égale à 0,85. Question 4. Sachant que la frappe de balle que vient de réaliser Roger est réussie, calculer la probabilité que ce soit sur un revers. Arrondir le résultat au millième. Partie B. Pendant une séance, Roger frappe n balles où n désigne un entier supérieur ou égal à 2. On considère que la probabilité que la frappe de balle de Roger soit réussie est égale à 0,85. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de frappes manquées au bout de la séance. Question 1. Donner sans justifier la loi suivie par la variable aléatoire grand X. Question 2. UN est la probabilité que Roger ait manqué au moins une frappe au bout de la séance. Petit a, justifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, un égale 1 moins 0,85 à la puissance n. Petit b, calculer u2. Petit c, étudier les variations de la suite un. Petit d, déterminer la limite de la suite un. Petit e, résoudre l'inéquation un supérieur ou égal à 0,999. Et petit f, quel est le but du script Python donné en annexe 2. Alors, en annexe 2, on a défini une fonction truc, il n'y a pas de paramètres, n prend la valeur 2, u prend la valeur 0,2775, tant que u est strictement inférieur à 0,999, n prend la valeur n plus 1, u prend la valeur 1 moins 0,85 à la puissance n, renvoyer n. Bien évidemment, l'idéal c'est de, par exemple, télécharger ce sujet et puis de prendre feuille et stylo et puis d'essayer de résoudre cet exercice. La correction dans quelques instants pour moi. Question 1, la partie A, compléter l'arbre pondéré donné en annexe 1 qui décrit la situation. On indiquera sur les branches des fractions irréductibles. Alors j'ai repris un petit peu le texte pour que on voit un peu de quoi ça parle. Donc, Roger utilise un lance-balles lorsqu'il s'entraîne au tennis. Cette machine lance les balles, alors soit sur le coup droit, soit sur le revers. On n'a peut-être pas dû. Bon. On la remplit de balles et on la programme de la façon suivante. 2 tiers des balles seront lancées sur le coup droit. Donc sur le coup droit du joueur, 2 tiers des balles, et puis le reste sur son revers.
Roger réussit 90% de ses coups droits, et puis 75% de ses revers. On note dès l'événement, Roger reçoit la balle sur son coup droit, et puis S, l'événement, Roger réussit sa frappe de balle. Alors l'arbre qui vous était donné était le suivant, et donc on va rappeler quand même comment on complète l'arbre a priori. Alors sur la branche qui amène à l'événement D, ce qu'on nous demande en fait c'est la probabilité de D, à quoi est-elle égale, et puis sur la branche qui mène à D bar, ce qu'on nous demande c'est la probabilité de D bar. Bon, connaissant l'une, on obtiendra l'autre. Ensuite, on a besoin ici, avec le chemin D plus S, la probabilité qu'on indique sur cette branche verte, c'est la probabilité sachant D de l'événement S. Ensuite, alors je vais le mettre en rouge, sur la branche qui mène à S bar, sachant qu'on est passé par D, c'est la probabilité de S bar, sachant D. Alors si on connaît l'une, on connaît l'autre. Ensuite, on a la probabilité de D bar, sachant D bar de S, et puis pour finir, la probabilité de S bar, sachant D bar. Bon, il s'agit évidemment de compléter avec les valeurs numériques. Alors, quand on regarde l'énoncé, déjà on lui dit que 2/3 des balles seront lancées sur le coup droit. Ce qui veut dire que la probabilité de D, c'est 2/3, et 2/3, c'est bien une fraction réductible. On en déduit la probabilité de D bar, qui sera 1 moins 2/3, 3/3 moins 2/3, c'est-à-dire 1/3. On peut vérifier en ajoutant les deux probabilités, on obtient bien 1. Ensuite, si on veut avoir les probabilités conditionnelles correspondant au deuxième étage du diagramme en arbre, on nous dit que Roger réussit 90% de ses coups droits. Donc la probabilité que Roger réussisse son coup droit, sachant que l'événement D est réalisé, c'est donc 90%, et 90% c'est 9/10. On en déduit évidemment la probabilité de S bar sachant D, qui sera 1 moins 9/10, c'est-à-dire 1/10. Et puis on lui dit aussi que Roger réussit 75% de ses revers. Et donc la probabilité de S sachant D bar est égale à 75%, et quand on cherche la fraction réductible correspondant à 75 centièmes, on obtient 3/4. Et ainsi, la probabilité de S bar sachant D bar est égale à 1 moins 3/4, c'est-à-dire 1/4. Bon, à l'écran, le résultat qui est plutôt attendu. Question 2, calculer P de D intéresse, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, pour calculer la probabilité de D intéresse, mazette, un coup de blanc. Alors, la probabilité de D intéresse, le chemin D intéresse, c'est le premier chemin sur le diagramme en arbre, on passe par D, ensuite par S, et donc on va pouvoir dire que c'est la probabilité de D multipliée par la probabilité de S sachant D. Application numérique, on va dire que c'est 2/3 multiplié par 9/10. Il y a une simplification possible avec 3 et 9, avec 2 et 10. Bon, sinon, bref, on se débrouille.
Et donc, on va avoir un cinquième multiplié par 3, 3 cinquièmes. On a ici la fraction irréductible, ça correspond aussi à 60%. Donc, l'interprétation de ce résultat, P de D intéresse égale 3 cinquièmes dans le contexte de l'exercice, on peut dire que la probabilité que Roger reçoive la balle sur son coup droit et réussisse sa frappe est 3 cinquièmes. Question 3. Montrer que la probabilité que la frappe de balle de Roger soit réussie est égale à 0,85. Et donc, en fait, ici, c'est la probabilité de S qu'on nous demande. Alors, sur le diagramme en arbre, il y a deux chemins qui nous amènent à cet événement S. Il y a le chemin D et S, et puis le chemin D bar et S. Donc, on va pouvoir dire que la probabilité de S, la probabilité de D intéresse, D intéresse plus la probabilité de D bar intéresse. C'est d'après ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Je vais juste écrire ici le sigle FPT pour formule des probabilités totales. Et donc, on va pouvoir dire que P de S égale, alors P de D intéresse, on l'a déjà calculé, mais je vais réécrire que c'est la probabilité de D multipliée par la probabilité de S, sachant D, puisque de toute façon, il faut le faire pour la deuxième probabilité de D bar, multiplié par la probabilité de S, sachant D bar. Je vais réduire un petit peu mon arbre parce qu'ici, il m'enquiquine un peu, un petit coup de gomme. Bon, alors, application maintenant numérique. Donc, la probabilité de S. Bon, alors, c'était tout à l'heure, on avait vu, mais bon, je vais le réécrire après tout, 2 tiers multiplié par 9 dixièmes. Plus, ici, on avait P de D bar, c'est 1 tiers, multiplié par la probabilité de S sachant D bar, 3 quarts. Et donc, la probabilité de S est égale à 3 cinquièmes plus 1 quart. En prenant un dénominateur commun qui va être 5 fois 4, c'est-à-dire 20, on va obtenir 12 vingtièmes plus 5 vingtièmes, c'est-à-dire 17 vingtièmes. Ici, on aurait la fraction irréductible. Et on nous demande de vérifier que P de S égale 0,85, ce qui est vrai puisque 17 vingtièmes en multipliant par 5 au numérateur et dénominateur, on obtient 85 centièmes, qui est bien 0,85. Le résultat attendu. Question 4, sachant que la frappe de balle que vient de réaliser Roger est réussie, donc ça veut dire sachant S, calculer la probabilité que ce soit sur un revers, et en revers correspond l'évidemment des barres, donc on demande la probabilité de D bar sachant S. Alors on sait que la probabilité de D bar sachant S, c'est la probabilité de l'intersection des deux événements. Alors je vais l'écrire sous la forme D bar inter S, puisqu'on l'a déjà calculé, divisé par la probabilité de S. Et donc, la probabilité de D bar sachant S est égale à 0,25, parce qu'on avait obtenu un quart sur 0,85. Ça permet d'écrire 25 divisé par 85, on peut simplifier par 5, c'est-à-dire que
la probabilité de D bar sachant S est égale à, au numérateur, on obtient 5, et 85 divisé par 5, 17. Bon, on nous demande d'arrondir le résultat au millième, donc ça veut dire que en utilisant une calculatrice, on va obtenir une valeur approchée de cette probabilité qui est 0,294, c'est l'arrondi au millième de 5/17. Voilà ce qui était attendu. Question 1 de la partie B, données sans justifier la loi suivie par la variable aléatoire quantique. Alors, dans l'énoncé, on nous disait que pendant une séance, Roger frappe N balles. N est un entier supérieur à 2. On considère que la probabilité que la frappe de balle de Roger soit réussie est égale à 0,85. Alors, je vais quand même souligner ce résultat. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de frappes manquées au bout de la séance. Et donc, faire un tout petit peu attention à ce qui est dit ici. Alors, si on voulait justifier un petit peu ces situations, en fait, on peut dire que à chaque frappe de balle, Roger manque la frappe ou Roger réussit la frappe. Donc il y a deux issues possibles à chaque fois. Et un sous-entendu dans cet énoncé, c'est que les résultats successifs sont indépendants les uns des autres. Alors on va rédiger de la façon suivante. Je vous propose ceci, l'expérience aléatoire est la répétition de N épreuves identiques et indépendantes. Maintenant, on va décrire chaque épreuve. Alors, chaque épreuve possède deux résultats possibles. Alors, le premier, on va dire que c'est la frappe est manquée. Alors, ça va s'appeler le succès. Après tout, si vous êtes l'adversaire de Roger, la frappe est manquée de probabilité petit p, par convention, égale 0,15 puisque la probabilité de réussite c'était 0,85. Bon, et puis l'échec, évidemment, l'échec c'est la frappe est réussie. De probabilité à moins P. Égale évidemment 0,85. Alors on peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès. Donc grand X suit la loi binomiale.
deux paramètres, n ici, entier supérieur égal à 2, et petit p égale 0,15. Alors on va en profiter pour dire comment on calcule la probabilité d'un événement grand X prend la valeur K, et avec un entier K évidemment, compris entre 0 et n. Et bien la probabilité que grand X prenne la valeur K, c'est K parmi n. Il y a K succès, donc multiplié par petit p à la puissance K, multiplié par moins p à la puissance n moins K. Ça pourrait servir, qui sait. Et donc, on peut dire aussi que c'est K parmi n, et on va remplacer petit p, qui est 0,15. Et on va remplacer un moins p, qui est 0,85. Voilà, on a tout dit à mon avis là. Question 2a, justifie que pour tout entier n supérieur égal à 2, un égale 1 moins 0,85 à la puissance n. Et on lui disait que un est la probabilité que Roger ait manqué au moins une frappe au bout de la séance, c'est-à-dire au bout des n frappes. Et donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est, alors, pour tout entier n supérieur égal à 2, un est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 1. On a traduit le fait que Roger a manqué au moins une frappe, et donc un, eh bien on va considérer l'événement contraire du grand X supérieur égal à 1, qui est l'événement grand X égale 0, et puis l'événement quand x égale 0 pour probabilité. Alors si on se rappelle de ce qu'on a dit précédemment, 0 parmi n multiplié par 0,15 à la puissance 0 multiplié par 0,85 à la puissance n-0. C'est-à-dire 0 parmi n c'est 1, 0,15 à la puissance 0 c'est 1, et donc on va obtenir 0,85 à la puissance n. C'est un résultat qui est quasiment évident dans la mesure où Roger a réussi toutes ses frappes. La probabilité de réussite d'une frappe c'est 0,85. N fois, il y a un seul chemin sur un diagramme en arbre qui nous amènerait à l'événement quand x égale 0. Question 2b, calculer U2. Alors, on vient de voir que pour tout entier n supérieur à 2, un, c'est 1 moins 0,85 à la puissance n, donc on peut dire que U2, c'est 1 moins 0,85 au carré, et puis ensuite, on peut utiliser une calculatrice et donner le résultat. On obtient U2 égale 0,2775. Question 2c, étudier les variations de la suite UN. Alors, je rappelais quand même que UN égale 1 moins 0,85 à puissance n. L'expression du n en fonction de n, on voit bien que n apparaît une seule fois ici. Alors, méthode 1, je vais utiliser, j'ai sans doute pas mis dans mon corrigé, je vais utiliser ce qu'on connaît sur notamment les suites géométriques. Ici, on a la suite géométrique 0,85 à puissance n. De raison 0,85, et comme 0,85 est strictement compris entre 0 et 1, on peut affirmer que la suite de termes généralisés 0,85 à la puissance n est décroissante. En prenant son opposé, elle va être croissante. Et puis en ajoutant 1, on ne change pas,
les variations de la suite, donc 1 moins 0,85 à la puissance n est croissante. Ce qui fait qu'on peut dire que la suite un est croissante. Bon, je vais quand même vous donner une méthode 2 avec des calculs pour voir un petit peu comment on peut aussi procéder. Donc on va en fait utiliser le critère où on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Alors on connaît un, donc on va pouvoir écrire un plus 1. Bon, on a besoin de connaître un plus 1 moins un. Bon, je pense que là, je vais le faire plus rapidement. Les 1 vont s'en aller. Hein. Donc, on va avoir un moins 0,85 puissance n plus 1, moins 0,85 puissance n. Alors, je vous laisse faire le calcul. J'ai dû le faire tout doucement dans mon corrigé. Donc, on obtient ça. Évidemment, on peut mettre 0,85 puissance n en facteur, puisque 0,85 à la puissance n plus 1, c'est 0,85 à la puissance n multiplié par 0,85. On obtient ainsi 0,85 à la puissance n, facteur de 1 moins 0,85. C'est-à-dire, bon, le 1 moins 0,85 qui vaut 0,15, je vais le mettre en premier, puisqu'en général on préfère mettre la variable en second, multiplié par 0,85 à la puissance n. Alors, pour étudier le signe de un plus 1 moins un, on regarde, 0,15 est strictement positif, et puis 0,85 puissance n est aussi strictement positif. 0,15 est strictement positif et 0,85 à puissance n est strictement positif, donc le produit des deux va être strictement positif, ce qui nous donne en fait un plus 1 moins un est strictement positif. Bon, ça suffit pour conclure que la suite un est même strictement croissante. On peut quand même aussi dire que un est strictement inférieur à un plus 1. Donc, on peut affirmer que un est croissante. Question 2D, déterminer la limite de la suite un. Alors, un égale 1 moins 0,85 à la puissance n. On sait que 0,85 est strictement compris entre moins 1 et 1, et donc, d'après le cours, la limite, quand n tend vers plus infini de 0,85 à la puissance n sera égale à 0, et donc, on peut dire que la limite, quand n tend vers plus infini de 1 moins 0,85 à la puissance n est égale à 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et donc la limite, quand n tend vers plus infini de un est égale à 1. Bon, le résultat était forcément compris entre 0 et 1, puisque un est une probabilité. La question de E résout une équation un supérieur égal à 0,999. Alors, on aurait peut-être dû dire qu'on travaille évidemment avec un entier n supérieur égal à 2. Alors, je voudrais faire une petite remarque pour commencer quand même. Je rappelle que bon, un est forcément compris entre 0 et 1, et puis on connaît un peu U2. On l'a calculé, U2 à un moment donné, c'était 0,2775 me semble-t-il. Et donc la suite étant croissante et même strictement croissante, on l'a eu, U3 va être supérieur à cette valeur, etc. Et puis un va se rapprocher de 1, puisqu'on vient de voir que la limite de la suite un c'est 1.
à un moment donné, évidemment, on va bien finir par dépasser 0,999. Alors, il va y avoir certainement une valeur, allez, je vais l'appeler UK-1 ici, et puis une autre valeur UK, ce qui fait qu'on aura UK-1 plus petit que 0,999, et puis plus petit que UK. Bon, je vais mettre des inégalités larges pour pas qu'il y ait trop de soucis. Bon, on pourrait mettre ici un strict, par exemple, peut-être. Donc, en fait, on est à la recherche de finalement, de cet entier K. Hein. Bon, j'ai traduit le fait que UN est super égal à 0,999, ça signifie que 1 moins 0,85 puissance n super égal à 0,999. On va avoir d'abord envie d'isoler évidemment 0,85 à la puissance n. Et donc on va obtenir que 0,85 à la puissance n va être inférieur à égal à 1 moins 0,999. Alors je vais gommer parce que gagner un peu de temps, c'est 0,001 en fait. Autrement dit, 10 puissance moins 3. Bon, les deux membres de l'inégalité sont des réels strictement positifs, donc on va passer au logarithme népérien et on ne change pas le sens puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et par propriété algébrique du logarithme, on va obtenir n multiplié par ln de 0,85 inférieur à égal, alors on pourrait écrire ln de 10 puissance moins 3 et puis l'écrire encore autrement, mais bon, je vais laisser ln de 0,001. Ensuite, on va diviser par ln de 0,85, mais là, il faut faire très attention puisque ce nombre est strictement négatif, puisque 0,85 est strictement compris entre 0 et 1. Ce qui va nous donner n supérieur ou égal à ln de 10 puissance moins 3 divisé par ln de 0,85. Bon, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une valeur approchée de ce nombre-là et on pourra conclure. Alors, on a une valeur approchée qui est 42,5 et on veut que n soit supérieur ou égal, évidemment, à cette valeur. Donc, je vais faire un petit dessin quand même. Bon, ln de 0,001 sur ln de 0,85 qui est compris entre 42 et 43. Et puis, assez proche du milieu. Hein. Comme on veut que n soit supérieur ou égal à cette valeur, ça veut dire qu'on ne prend pas les valeurs de n inférieures strictement à cette valeur, et donc c'est à partir de n égale 43 que l'inégalité sera vérifiée, c'est-à-dire que n est supérieur ou égal à 43. Bon, en fait, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'ensemble des entiers naturels supérieurs ou égaux à 43. Bon, en général, on se contente de cette écriture. Alors, question de F, quel est le but du script Python donné en annexe 2 ? Donc, je vous ai redonné le script Python. Donc, au départ, n prend la valeur 2, hein, on a 2 dans n, et puis on a U2, qui est 0,2775, on l'a calculé. Donc voilà, on a les valeurs initiales. Et puis quand on regarde la boucle, tant que U est plus petit que 0,999, donc en fait, grosso modo, bon, ça c'est du brouillon, hein, on ne l'écrit pas dans la copie, on veut que en fait, U finisse par dépasser 0,999, être égal.
Et donc dans la boucle, n prend la valeur n plus 1, ça veut dire qu'on va passer à U3, on va calculer U3, et puis, n, donc on va avoir, 3 dans n, je vais l'écrire comme ça, comme on fait sur une calculatrice, 3 dans n, donc on calcule U3. Et ensuite, on regarde, si U3 est plus petit que 0,999, faut recommencer, sinon c'est fini. Et comme on renvoie la valeur de n, ici, si U3 était supérieur ou égal à 0,999, on verrait 3. Bon, c'est pas le cas, évidemment. Donc après, évidemment, on calcule, on met 4 dans n, et puis on calcule 4, et ainsi de suite. Bon, ce qui veut dire que, avec le petit dessin que j'avais fait tout à l'heure, d'ailleurs, si on place, je vais placer 0,999 ici. Il y avait U2 qui était 0,2775. Donc on va aller jusqu'à un certain UN-1 en fait, qui va être inférieur strictement à 0,999, et puis ensuite il y aura un UN qui sera supérieur ou égal à 0,999. Donc en fait, ce script Python va renvoyer la valeur minimale de petit n supérieur ou égal à 2, telle que un est supérieur ou égal à 0,999, par exemple. Le but du script Python est de renvoyer la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2 pour laquelle un est supérieur ou égal à 0,999. Bon. Alors, évidemment, dans d'autres sujets, on pourrait vous demander, par exemple, quelle est la valeur de n renvoyée par ce script. Donc, je vais faire un petit complément. Quelle est la valeur de n renvoyée par la fonction truc? Alors, évidemment, si on dispose d'une calculatrice avec un langage Python, on peut toujours écrire le script et puis voir la réponse. Alors, je vais vous le faire voir avec le logiciel et du Python. Puis ensuite, je vais vous faire voir aussi comment on peut se débrouiller avec une calculatrice qui n'a pas de langage Python. Petite cerise sur le gâteau, donc le script Python de l'exercice. Dans l'éditeur, j'ai écrit afficher truc, ce qui va nous permettre d'exécuter directement et d'obtenir 43 dans la console Python. Alors, moi je conseille toujours à mes élèves de donner aussi la valeur de U, parce que ainsi on peut vérifier que cette valeur doit être supérieure ou égale à 0,999, ce qui est le cas ici dans la console Python. Alors, deuxième cerise sur le gâteau, à l'écran, vous voyez un script Python. En fait, c'est pour qu'il affiche le nuage 2.n, UN, pour n partant de la valeur 2 jusqu'à la valeur qui nous intéresse à l'arrivée. Alors, je ne vais pas trop le détailler, script Python, je vais le faire fonctionner. Voilà, donc on va arriver de manière un peu dynamique les valeurs de n, UN. Et puis, on attend la fameuse valeur de n minimale, telle que un soit supérieur ou égal à 0,99, symbolisé par un petit point rouge. Et donc, c'est pour 40, 41, 42, c'est bien pour 43. Et puis, quand on regarde dans la console Python, évidemment, on obtient le même résultat que tout à l'heure. Troisième cerise sur le gâteau, on va utiliser une calculatrice. Alors ici, je n'ai qu'une TI. Bon, il faudra adapter à votre modèle. Alors, je vais faire relativement simple en utilisant en fait le menu fonction et en tapant 1, moins 0.85. Évidemment, ici, c'est exposant x, puisque la variable, c'est x. Alors, on peut utiliser un tableau de valeurs, def table. Donc, on démarre à 2 ici. Bon, je vais commencer par un pas de 1 pour voir dans la table les premières valeurs. Donc, on retrouve U2. Bon, la suite UN est bien strictement croissante, apparemment. Alors, évidemment, pour arriver à 0,999, presque, ça peut demander un certain temps. Bon, si on voit que c'est trop long, on redéfinit la table, et puis on peut toujours se dire, tiens, on va partir par exemple de 2, et puis y aller par un pas de 10, puis voir un peu ce qui se passe.
Alors ici, on s'aperçoit que pour, par exemple, n égale 42, eh bien, U42 est un peu en dessous de 0,999, mais pas très loin, donc on peut se dire que la table, on va la commencer à 40, par exemple, par pas de 1 pour, évidemment, trouver cette fameuse valeur de n qui nous intéresse. Alors, tout en bas, on a beaucoup de chiffres après les virgules. Donc on avait vu que pour U42, on était un peu en dessous de 0,999, et puis pour n égale 43, on a eu 43 qui est supérieur à 0,999. Voilà. Cette vidéo est terminée pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous ceux qui étudient, et il me reste à vous dire le classique, au revoir.